ça sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire pour donc le SME Online. On va rapidement se présenter avant de commencer pour cette présentation sur le référencement naturel. Donc, pour ma part, je m'appelle Pierre. Donc, je suis responsable de formation pour le programme Google Atelier Numérique. Bonjour à tous, moi c'est Olivier et je suis aussi responsable de formation pour ce programme Google Atelier Numérique. Donc pendant ces 20 prochaines minutes, nous allons voir, on va dire, les bonnes pratiques, les bases et le fonctionnement d'un moteur de recherche, et notamment le moteur de recherche Google. Et ensuite, on aura 10 minutes pour échanger si vous avez des questions. Alors tout d'abord l'agenda, on va voir en premier comment est-ce que ça fonctionne un moteur de recherche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a compris comment est-ce qu'il fonctionne, eh bien, ça permet de mieux l'appréhender. En deux, quels sont les éléments clés du SEO. Et en trois, comment mettre en place son plan d'optimisation SEO. SEO qui est l'abréviation de référencement naturel. Exactement. Si vous avez des questions pour des acronymes qu'on a employés, n'hésitez pas à nous mettre ça à ce moment-là dans les commentaires ou dans la partie chat. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un moteur de recherche? Eh bien, vous avez déjà deux phases, une avant la recherche, une après la recherche. La première, donc, c'est l'exploration. Les robots de Google vont venir scanner les URL et enregistrer chaque page pour ensuite les ranger dans un index, qui est la deuxième phase, l'indexation, où en fait, eh bien, chaque page web qu'ils ont identifiée, pour les ranger, on va dire, dans le bon. Si c'était une bibliothèque, en fait, ce serait bien dans le bon étage. Il va à chaque fois trouver les mots-clés principaux de ces pages-là et il va les ranger par thématique. Et enfin, après la recherche, donc au moment où vous avez rentré votre requête, donc il va détecter les différents mots que vous avez employés et également via par exemple votre historique, etc. Il va classer les différentes pages web pour ensuite vous les afficher en fonction de la pertinence de votre requête. Alors, les objectifs et les avantages du référencement naturel, eh bien, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire le référencement naturel? Eh bien, tout simplement d'être trouvé par vos potentiels clients. Si on prenait l'exemple d'un magasin, c'est bien d'être dans un magasin, mais ce qui est mieux, c'est d'être là où on vous voit le plus, en tête de gondole ou sur le linéaire au niveau des yeux. Eh bien, le référencement naturel, c'est pareil. Ce qui est bien, ça va être d'être référencé, mais ce qui est encore mieux, ça va être d'être référencé le plus haut possible pour que les internautes puissent vous trouver facilement. Une chose qui est indispensable maintenant à savoir et à prendre en compte pour son référencement naturel et également en fait tout simplement pour son site internet, ça va être de penser mobile first. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, plus de 60% des requêtes qui sont réalisées à présent sur Google sont réalisées depuis un smartphone, c'est-à-dire les consommateurs, les utilisateurs, les internautes utilisent leur téléphone portable pour aller faire leurs recherches et pour accéder en fait au site internet. Donc ce qui est indispensable pour vous, c'est de bien vérifier si votre site internet est bien adapté au mobile. Pourquoi? Parce que maintenant, Google passe sur une indexation qui va être mobile first, c'est-à-dire qu'il va commencer à indexer, donc à récupérer, à scanner les sites internet avec leur version mobile et non plus avec leur version ordinateur, qui était le cas jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que maintenant, pour vous, ce qui est indispensable, à la fois pour votre référencement et pour vos utilisateurs, c'est d'avoir un site internet qui sera bien adapté. Alors, pourquoi est-ce que le SEO et le SEA sont importants? Eh bien, tout d'abord, pour le SEO, il faut savoir que 64% du trafic web provient des moteurs de recherche. Donc, on voit que plus de la moitié des navigations sur Internet commencent par une question qu'on va poser au moteur de recherche, par une requête. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la première page des résultats. Pourquoi? Parce que elle prend à elle seule 92% du trafic. Ce qui veut dire que il faut absolument viser cette première page. Pourquoi? Parce que les internautes ont de moins en moins tendance à changer de page quand ils ne trouvent pas quelque chose. On remarque qu'ils vont plutôt avoir tendance à changer leur requête. Mais dis-moi Olivier, c'est quoi le SEA au final? C'est c'est la publicité, c'est les liens sponsorisés. Search Engine Advertising.
Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est la partie qui est en haut, comme vous pouvez voir en fait sur votre écran sur la slide. Donc il y aura forcément marqué annonce en dessous de ces liens. Et comme simplement pour préciser ce qu'a pu dire Olivier, moi par exemple, en fait, si je dois chercher votre secteur d'activité et que je ne vous trouve pas par exemple sur la première page, c'est comme si par exemple vous n'existez pas. Et si je ne vous trouve pas, bah, c'est sûr que par exemple je ne pourrais pas après potentiellement acheter votre produit ou bien votre service. C'est pour cela que c'est hyper important de bien travailler son référencement. Alors maintenant, on va voir quels sont les éléments clés du SEO à considérer. Donc tout d'abord, on va parler de deux types de SEO. On va pouvoir les mettre dans deux catégories bien distinctes, le on-page et le off-page. Comme son nom l'indique, le on-page, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir mener sur votre site internet, et le off-page, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir mener en dehors de votre site internet. Et avant d'aller à la suite, s'il y a bien une chose également que vous devez retenir par rapport au référencement naturel, c'est aller toujours dans le sens du consommateur et de l'utilisateur. Tous les changements que vous allez pouvoir faire sur votre site internet, dans votre manière de communiquer avec l'extérieur, avec d'autres sites internet, du moment que l'utilisateur a une super bonne expérience, vous pouvez vous assurer que derrière, logiquement, ça améliorera votre référencement naturel. Donc, c'est-à-dire un site internet, par exemple, qui se charge rapidement, un site internet qui se met à jour régulièrement, etc., etc. Donc, on va voir ces différents points tout de suite. Alors, quelques facteurs de succès de SEO on-page. Alors déjà, ce qu'on aimerait préciser avant tout, c'est que le SEO, il y a, enfin, il y a énormément de critères sur le SEO, et là on va en aborder que quelques-uns. Mais on va aborder sûrement les plus importants, ce qui ne veut pas dire que tous les autres on doit les laisser tomber. Euh, Si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin et taper sur Google guide SEO Google, et là vous allez tomber sur un lien de la Search Console. Vous avez un PDF de 25 pages avec toutes les bonnes pratiques en termes de SEO on-page. Alors, pour commencer sur les bonnes pratiques qu'on vous propose, tout d'abord, la qualité. Pourquoi la qualité? Eh bien parce que c'est votre contenu qui fait votre identité et qui va faire la différence. Donc vous devez toujours avoir un contenu de qualité, un contenu qui n'est pas copié d'un autre site internet. Pourquoi? Parce que Google, ça peut le détecter très facilement. Et surtout, vous devez bien choisir vos mots-clés. Pourquoi? Eh bien la sémantique a une importance particulière. En effet, sur un moteur de recherche, on tape des mots. Et donc, vous, ce que vous devez faire, la première chose que vous devez faire quand vous sortez un produit ou un service, c'est déjà comprendre comment est-ce qu'un internaute va le requêter. Comment est-ce que lui, il va le taper dans le moteur de recherche. Pourquoi? Parce que bien trop souvent, on va avoir tendance à être trop précis sur son secteur d'activité. On va peut-être employer des mots que les consommateurs n'utilisent pas. Je prends un exemple tout simple. Une personne qui vend des quadricoptères, qu'est-ce que c'est qu'un quadricoptère? C'est un drone. Lui, il sait bien que le mot précis c'est quadricoptère parce qu'il y a 4 hélices, mais les consommateurs appellent ça plutôt drone. Donc il va devoir trouver le juste milieu et pourquoi pas communiquer sur les deux mots qui sont importants. Voilà. La fraîcheur, également, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par la fraîcheur? C'est mettre régulièrement à jour par exemple, votre site internet ou bien votre blog. Pourquoi? Parce que imaginons le robot Google, il arrive, il va analyser votre site internet. Il va le scanner. 2 semaines après, il va peut-être passer pour faire une repasse pour voir s'il y a eu des changements. Il voit qu'il n'y a pas eu de changement. Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, bah, la prochaine fois, peut-être je repasserai dans 3 semaines. 3 semaines plus tard, il revient, toujours pas de changement. Donc peut-être que la prochaine fois, je repasserai dans 2 mois. Et pour votre référencement, ça notamment, c'est pas très bon. Mais un deuxième point, c'est le consommateur, l'utilisateur, ça sera pareil pour lui. C'est-à-dire, si moi je vais sur votre site internet régulièrement et que je me rends compte au final qu'il n'y a pas de changement, bah pareil. En fait, je vais peut-être de moins en moins y aller et peut-être à un certain moment, je vais plus vouloir aller sur votre site internet. Personnellement, ça peut m'arriver quelquefois d'aller sur des sites internet, pas avec une raison particulière, simplement parce que je suis persuadé que chaque jour ou bien chaque semaine, le contenu sera mis à jour. Et donc c'est hyper important. Donc évidemment, comme a pu le dire Olivier, donc en créant des contenus de qualité, donc de mettre à jour votre site internet avec du contenu de qualité ou bien avec des promotions, avec des ventes flash, etc., etc. La diversité des supports, donc pareil,
il faut avoir une bonne expérience sur votre site internet, c'est-à-dire, imaginons, vous rédigez des articles, je vais sur votre site et je trouve un article. Si c'est uniquement du contenu texte, c'est pas forcément, dans l'ère notamment du numérique, à présent, très agréable à lire. Il faut ajouter des images, il faut pourquoi pas ajouter des infographies dans ce que vous dites, lorsque vous donnez des chiffres, pourquoi pas faire des vidéos. Et ça, en fait, ça va améliorer donc l'expérience utilisateur, le temps peut-être passé sur votre site internet et l'interaction que les utilisateurs et consommateurs auront sur votre site, et donc qui sont des critères de succès pour le référencement naturel. Alors, on va passer à une partie un peu plus technique, le code HTML. Sortez vos ordinateurs. On va coder en HTML, non, on va juste voir quelques petites bases, et notamment la balise titre et la balise méta-description. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux balises? Eh bien, c'est tout simplement le message qui s'affiche sur Google quand quelqu'un va taper une requête. Eh bien, c'est le message que vous allez pouvoir lui proposer. En quoi est-ce que c'est hyper important? Eh bien, en fait, quand une personne tape une requête dans le moteur de recherche, bien souvent, vous allez être en concurrence avec tous vos autres concurrents. Et l'internaute, pour faire son choix, eh bien, il n'y aura que la lecture de ces phrases à sa disposition. Donc c'est pour cela qu'il faut trouver le message qui va être le plus parlant pour l'internaute et qui surtout va contenir des critères importants. C'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'il retrouve son mot-clé ou un synonyme de son mot-clé. Pourquoi? Parce que ça lui permet de savoir que sur ce site internet-là, il y aura bien la requête qu'il a tapée. Mais pourquoi pas aussi lui faire part de plus d'informations, par exemple le nombre de produits que vous vendez, peut-être mettre une période de solde si possible. Le but en fait va être de se différencier par rapport à ses concurrents. D'un point de vue un peu plus technique, pour la balise titre, vous avez à votre disposition entre 60 et 80 caractères. Et pour la balise méta-description, c'est plutôt entre 140 et 160. Je nuance, il y a des méta-descriptions qui vont jusqu'à 320 caractères, mais ce n'est pas le cas tout le temps, donc il vaut mieux miser sur une méta-description à 160 caractères. Ce qui est hyper important en fait sur ces deux balises, c'est-à-dire c'est donc pas des balises qui sont visibles sur votre site internet, c'est pas du texte ou des phrases qui sont visibles sur votre site internet, mais uniquement sur la recherche Google. Donc en soi, c'est votre première visibilité pour les internautes. C'est ce qui va, en fonction des mots, de la phrase d'accroche que vous allez employer, ce sera déterminant pour savoir si oui ou non, moi je vais cliquer dessus. Donc pourquoi pas, si vous avez une proposition de valeur qui est très intéressante, à la rajouter par exemple dans la balise méta-description et dans la balise titre. Vraiment penser que ça soit que ce seront des inconnus qui vont lire en fait cette balise titre et donc essayer de trouver les mots-clés qui vont être pertinents pour donner envie en fait aux gens de cliquer dessus et ensuite d'être redirigés vers votre site internet. Et donc, une fois sur votre site internet, il y aura autre chose qu'il faudra travailler et ça sera donc les balises. Les balises H1 et H6. Alors, là, on va faire un petit retour en arrière, retour à l'école. Quand on faisait une dissertation, eh bien, notre dissertation, ce qu'on devait faire, c'était, eh bien, la catégoriser et l'aérer. C'est-à-dire qu'on avait une introduction, des développements et une conclusion, ce qui permettait au professeur de savoir un peu à quoi s'attendre et de savoir un peu comment vous aviez structuré votre propos. Sur Google, c'est exactement la même chose. Vous avez des balises qui vont de H1 à H6 et en fait vous allez devoir structurer votre texte en mettant les informations les plus importantes en H1 et ensuite vous comprenez la logique, les informations moins importantes en H6. Si on prenait l'exemple d'un article, un article de blog, le H1, eh bien ce serait le titre de votre article de blog. C'est notamment dans ces balises-là qu'on va pouvoir mettre ces mots-clés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les robots de Google, quand ils arrivent sur une page, ce sont les balises H qu'ils vont lire en premier. Et donc, s'ils voient un mot revenir dans les balises H1, dans les balises H2, puis revenir dans le corps du texte, eh bien, il va tirer la conclusion que c'est un mot-clé important. Et donc, c'est sur ce mot-clé-là que vous avez des chances de ressortir. C'est ça. Donc, en fait, une fois que vous avez bien sélectionné vos mots-clés, les mots-clés principaux, ça sera dans les balises les plus importantes, qu'il faudra évidemment les positionner. Concentrez-vous en tout cas à bien travailler au moins jusqu'à H3
Et de H3, on va dire de H4 à H6, c'est un petit peu moins important. Voilà. Ensuite, on va voir l'architecture ensemble. Alors, l'architecture, ça va permettre déjà dans un premier temps au robot de Google de mieux comprendre votre site, mais aussi on va plutôt insister sur les internautes. Pourquoi? Dans un magasin physique, c'est assez simple de se repérer. Par exemple, quand on va à Carrefour le samedi, eh bien, il y a des rayons. Ces rayons, ils sont organisés avec une certaine logique. Sur un site internet, ça doit être exactement la même chose. On doit pouvoir se repérer facilement entre les différentes catégories et pourquoi pas aussi utiliser un fil d'Ariane pour toujours savoir où est-ce qu'on se trouve sur le site internet. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un fil d'Ariane? On vous a mis un exemple juste ici sur l'écran. Donc, on a pris le site internet donc, de Decathlon qui ont une très bonne architecture et donc qui ont notamment mis un fil d'Ariane. C'est donc cette petite sorte de frise que vous pouvez voir qui permet systématiquement de se retrouver, de pouvoir savoir dans quelle catégorie justement de produits vous êtes et si vous souhaitez facilement revenir en arrière dans une catégorie un peu plus large et un peu plus générique. Donc ça, c'est très important à mettre, à bien travailler sur l'architecture. Donc à la fois, comme a pu le dire Olivier, donc pour ne pas perdre l'utilisateur, mais aussi pour l'indexation de vos différentes pages pour le robot. Ça sera beaucoup plus simple pour lui, donc de pouvoir naviguer sur votre site internet. Alors, après avoir vu ces différents éléments de SEO on-page, on va voir les éléments de SEO off-page qui sont tout aussi importants. Alors, le off-page, en fait, c'est ce qui va déterminer la popularité de votre site internet. Pour prendre un exemple tout simple pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que le off-page, imaginez que vous êtes un coiffeur dans un village de 20 habitants. Si les 20 personnes de votre village pensent que vous êtes le meilleur coiffeur, eh bien, il y a 20 personnes qui disent que vous êtes le meilleur coiffeur. Et, imaginons maintenant que vous avez un ami à vous qui travaille sur une chaîne de télévision et qui dit à la télévision que vous êtes le meilleur coiffeur. Eh bien, vous aurez eu d'un côté 20 personnes qui ont dit que vous êtes le meilleur coiffeur et d'un côté une seule personne qui a dit que vous êtes le meilleur coiffeur. Et pourtant, c'est cette seule personne qui va être qui va avoir le choix le plus déterminant. Pourquoi? Parce qu'il travaille à la télévision, il a dit ça à une heure de grande écoute, et donc ça va avoir beaucoup plus d'impact. Le off-page, c'est ça en fait. Vous allez devoir obtenir des liens qui pointent vers votre site internet, mais vous devez obtenir des liens qui proviennent d'un site qui lui-même a une grosse audience. En fait, il faut voir ça comme, si vous voulez, du bouche à oreille, comme pour aussi un restaurant. Plus il y aura de personnes qui vont parler de vous, et plus à ce moment-là, Google va vous dire, OK, cette personne, ce site internet, il est important concernant, par exemple, ce secteur d'activité, il est très pertinent. Donc, lorsque les personnes vont taper ce secteur d'activité, par exemple, imaginons, je vais taper coiffeur. Si beaucoup de personnes ont dit que ce coiffeur, c'était meilleur et que beaucoup de personnes ont dit que cette entreprise c'était un coiffeur, à ce moment-là, il sera très bien référencé et donc lorsque je vais taper coiffeur, Google va comprendre que c'est en tout cas un bon coiffeur. Alors, il y a quelques petites choses auxquelles il faut faire attention, notamment la thématique similaire. N'essayez pas d'aller chercher des liens d'un autre site internet qui a aucun rapport avec votre thématique. C'est-à-dire, imaginons, vous demandez à un ami également qui a une entreprise qui est peut-être garagiste et vous êtes coiffeur, de renvoyer qui renvoie le lien de son site, de votre site depuis son site internet, et en fait faire un échange de liens sur vos deux sites, ça c'est pas forcément une bonne chose, parce que après dans tous les cas, c'est logique, parce que je sais pas un garagiste qui va peut-être me conseiller sur qui est le bon ou le mauvais coiffeur. Alors, quelques petites bonnes pratiques en termes de off-page. Déjà, liez votre site à vos réseaux sociaux, non pas parce que ça va apporter un point direct à votre SEO off-page, mais tout simplement pour multiplier les portes d'entrée sur votre site internet. En fait, les réseaux sociaux, il ne faut pas voir ça comme un endroit où vous allez vendre, parce que la transaction se fait le plus souvent sur votre site internet. C'est plutôt un endroit où vous allez bien rabattre des personnes, vous allez essayer d'attirer le plus d'internautes possible grâce à votre communication sur les réseaux sociaux, mais pour les envoyer ensuite sur votre site internet. Maintenant, on va voir une dernière partie. Donc, on va vous présenter différents outils qui vont pouvoir en fait vous aider à créer notamment votre plan d'optimisation de référencement naturel.
Alors, indispensable. si vous deviez n'en retenir qu'un seul, ce serait celui-ci, la Search Console. La Search Console, qu'est-ce que c'est? Bien déjà, c'est un outil gratuit que vous pouvez installer sur votre site internet. Vous tapez Google Search Console, vous vous inscrivez, voilà, c'est complètement gratuit, c'est très simple à mettre en place. Et ça va être le moyen de communiquer avec Google et de comprendre comment est-ce qu'il indexe votre site internet. Vous allez savoir combien de vos pages sont indexées sur Google, mais aussi les mots-clés qui ont attiré des personnes sur votre site internet, ce qui permet de voir quelles sont les catégories de votre site internet qui fonctionnent le mieux, mais aussi vos différents backlinks par exemple, et ça vous permet aussi de connaître votre position sur Google. S'il y a bien une chose que vous devez faire si vous n'avez pas inscrit votre site internet sur la Search Console, c'est de faire ça immédiatement, juste après le webinaire, une fois qu'on aura répondu Vous pouvez manger quand à même. vos questions. Ouais, évidemment. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc on vous laisse évidemment les différents outils. Donc il y en a énormément. Donc là, notamment, on présente deux outils Google, PageSpeed Insight et Test My Site qui permettent, donc ce sont des outils gratuits qui permettent de tester son site internet, de tester un petit peu ses performances. Donc pas de référencement naturel, mais est-ce que le site internet il est rapide sur téléphone portable? Est-ce qu'il est bien adapté au portable? Est-ce qu'il y a des erreurs sur le site internet, etc., etc. Et ensuite, dans les outils qui sont intéressants ici, vous avez Answer de public qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer un mot-clé dedans et il va vous mettre toutes les questions que se posent les internautes autour de ce mot-clé. Très inspirant pour l'écriture de blog notamment. Vous avez aussi le Keyword Planner sur Google Ads. Vous avez aussi un outil qui remplit quasiment le même rôle, qui s'appelle Uber Suggest. En fait, c'est pour découvrir quel est le volume de recherche sur ce mot-clé-là, ce qui va vous permettre pendant la phase où vous allez vous demander quel mot-clé utiliser, bien savoir à peu près est-ce qu'il est beaucoup recherché tous les mois ou non. Enfin voilà, ça va vous permettre de jauger un peu tout ça. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. En tout cas, j'espère que la petite conférence vous a plu. Merci à vous. Alors, nous avons effectivement des questions. Alors, on a Marie87, si j'arrive bien à lire. Bonjour, quelle différence entre Mobile First et AMP? D'accord. Alors, le Mobile First, si vous voulez, c'est une nouvelle indexation. C'est-à-dire, c'est maintenant le mobile est en première position. C'est-à-dire, en gros, la plupart des personnes vont utiliser le smartphone pour faire leurs recherches. Et donc, la plupart des personnes, logiquement, maintenant, pour aller sur votre site internet, de plus en plus en tout cas, vont utiliser leur téléphone. Donc, en gros, si vous voulez, c'est juste simplement l'indexation qui va passer maintenant par le mobile et non plus par l'ordinateur. Alors que l'AMP, qui est Accelerated Mobile Pages en anglais, donc accélérateur des pages pour les téléphones portables, pour les mobiles, ça permet tout simplement d'accélérer, de faire en sorte que vos pages de votre site internet se chargent beaucoup plus rapidement. C'est une technologie, un programme de Google, un projet donc, qui s'appelle AMP. Donc pour ceux, on ne va pas aller dans les détails, mais pour ceux qui veulent en connaître davantage, il suffit de simplement taper AMP projet sur internet, sur Google, et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, pour la question de Louis sur la fraîcheur, est-ce qu'il est préférable de mettre à jour les pages existantes ou de créer de nouvelles pages? C'est une très bonne question. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer forcément des nouvelles pages, vous pouvez mettre à jour une page qui est déjà existante. Par contre, il va falloir changer un certain nombre d'informations dessus pour que Google considère ça comme un nouveau contenu. Il faut au moins que 30% du contenu de la page soit changé pour que ce soit considéré comme un nouveau contenu. Alors, Juliette, je fais du conseil en conduite du changement pour les entreprises. Quels mots-clés puis-je mettre en avant sur mon site pour élargir ma cible? C'est une bonne question. Alors,
malheureusement, nous ne sommes pas à côté de vous, donc pour vraiment vous donner, j'imagine, les meilleurs conseils et pour vraiment aussi analyser, par exemple, votre secteur d'activité, votre site internet pour voir un petit peu les points d'amélioration et justement quels sont les mots-clés qu'il faudrait travailler. Je pense que là, en tête, j'en ai pas forcément, mais vous pourriez utiliser justement les outils qu'a présenté Olivier qui permettent notamment de trouver différents mots-clés, donc des requêtes associées, c'est-à-dire euh, lorsque les personnes tapent donc conseil en conduite de changement pour les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent également taper, par exemple sur la requête. Donc pour ça, quels sont les outils qui peuvent vous aider? Vous allez avoir Uber Suggest, notamment, que vous avez pu voir sur nos slides. Un autre outil qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que les gens se posent comme question par rapport à ce secteur d'activité, ça va être Answer the Public, ANSWER, espace The et espace Public. Et enfin, peut-être un dernier outil qui pourrait vous aider, ça serait donc la Google Search Console qui vous permet de savoir donc, quels sont les mots-clés qui ont été tapés pour aller sur votre site internet. Et donc à ce moment-là, peut-être davantage travailler sur certains de ces mots-clés. Alors, la question de Romain, mon site est sous WordPress. Est-ce que cela est pénalisant pour mon référencement naturel? Eh bien non. En fait, il n'y a aucun CMS que Google rejette. Ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est que tous les CMS, donc tous les logiciels qui permettent de créer un site internet sont reçus de la même façon par Google. Par contre, ce qui va pouvoir changer, c'est que vous avez des CMS qui sont assez limités en fait dans leur dans les comment dire dans les interactions que vous allez pouvoir faire avec, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la main sur tout le code HTML. Et donc, vous allez pouvoir mettre moins de choses en place, moins de bonnes pratiques. Sous WordPress, aucun problème parce que c'est un CMS sur lequel vous pouvez avoir une main complète. Vous pouvez changer toutes les balises HTML que vous souhaitez, éditer le code vous-même. Donc, c'est même un très bon CMS. En soi, faut simplement savoir aucun CMS, donc il y a WordPress, vous allez avoir Wix, vous allez avoir Jimdo, il y en a Joomla, il y en a vraiment énormément. Il n'y a pas un CMS qui est pénalisé par Google. Hein. Voilà, vraiment, c'est vraiment totalement agnostique, donc Google est totalement objectif par rapport à ça. Nous avons Gilles. Je suis un artisan, j'ai un site internet, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper seul. Est-ce que Google peut m'aider? Alors, nous réalisons, donc nous travaillons avec Olivier dans le programme Google Atelier Numérique. C'est également donc une plateforme en ligne de formation. Donc, vous pouvez vous y rendre. Il suffit simplement de taper donc Google Atelier Numérique sur Internet. Donc, vous allez à la fois avoir des cours qui sont gratuits, donc sur plus de 26 thématiques différentes, et sur l'espace, la rubrique donc événements, vous allez pouvoir retrouver donc à tous les différents endroits ou salons auxquels on se déplace partout en France. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas, nous directement, s'occuper de votre site internet à distance. Mais par contre, évidemment, vous pouvez venir aux événements auxquels on participe afin qu'on vous donne des conseils systématiquement. Mais sinon, formez-vous pour un peu connaître le langage, mais après, vous pouvez évidemment passer par des freelances ou bien par des agences. Alors, une question de Federica. La qualité des sites internet qui pointent vers mon site est-elle importante? Faut-il qu'ils aient un rapport avec mon activité? Eh bien, oui, en effet. La qualité des sites internet qui pointent vers vous est très importante. Plus vous allez obtenir des liens de sites internet qui ont une certaine notoriété, un certain trafic, plus ça va être bénéfique pour vous. Et faites attention à ça. Il faut toujours que vos liens soient en follow. C'est quelque chose d'assez technique. Mais par exemple, il faut savoir que les sites de presse ont tendance à mettre les liens qui pointent vers d'autres sites internet en nofollow, ce qui veut dire que vous allez avoir aucun poids dans le référencement qui va être pris en compte. Alors, il y a Pierre, donc très joli prénom, je tiens à souligner. Est-il nécessaire d'acheter un nom de domaine ou, dans un premier temps, peut-on passer par un CMS type Wix? Moi, franchement, je conseille, et c'est tout de même mieux c'est évidemment très faible l'impact sur le référencement naturel, mais c'est mieux d'acheter son nom de domaine, en fait, d'avoir son propre nom. Rien que pour le référencement naturel, c'est sûr, ça aura un faible impact, mais ça a tout de même un impact. Et également, rien que pour votre image de marque, par rapport aux yeux des utilisateurs, c'est important. Et en plus de cela, acheter un nom de domaine, vous pouvez, ça coûte pas forcément très cher. Donc là-dessus, franchement, je vous conseille, allez-y.
Alors, il me semble que nous avons plus de questions, donc n'hésitez pas justement à vous rendre sur notre site internet, donc Google Atelier Numérique, sur cette plateforme de formation, et également donc à consulter les différents événements auxquels nous sommes présents et à vous inscrire à ces événements si vous souhaitez continuer à échanger avec nous et à participer avec d'autres formations. Et j'ai envie de dire merci beaucoup, Merci à à tous vous. et à bientôt. On vous souhaite une très bonne journée. Oh, lec. Mec.